Julien. Bonjour. Alors, vous voyez, vous avez déjà un fan des oiseaux en face de vous. Il n'est pas. Vous n'allez pas démentir. Alors, on va s'intéresser avec vous plus particulièrement aux oiseaux migrateurs. On a pas mal de clichés sur eux finalement. Alors, comment définit-on d'abord un oiseau migrateur? Oui, alors c'est vrai qu'en ce premier jour du printemps, il y a tout un flot d'espèces qui va remonter vers le nord pour conquérir ces territoires de nidification. Un oiseau migrateur, en fait, c'est ça. C'est un oiseau qui va avoir une zone dans laquelle il se reproduit, qui est une aire géographique qui est différente de celle où il passe le reste de l'année, en fait. Il y a très peu d'espèces qui ne sont pas au moins mobiles, qui vont passer, c'est très très rare, les sédentaires purs qui passent vraiment toute leur vie sur le même territoire. Donc les migrateurs sont vraiment, là on va évoquer des oiseaux qui ont vraiment des aires de répartition très différenciées entre l'hiver et le printemps. Alors, comment ils peuvent se repérer, ces oiseaux qui font quand même de très très longs voyages? Oui, on va le voir tout à l'heure, il y a certaines espèces qui font des distances vraiment considérables. Alors, les oiseaux, ils ont tous une excellente vue, donc principalement, c'est des repères visuels qu'ils vont utiliser. Les chaînes de montagne, le linéaire de côte, et certaines études ont montré qu'ils utilisaient même nos autoroutes comme signal, puisque ce long ruban gris comme ça, généralement orienté soit nord-sud ou est-ouest, ça leur permet de se repérer. Ça, c'est pour les espèces qui vont migrer de jour, mais certaines espèces migrent aussi la nuit et elles vont alors utiliser des repères visuels plus forcément nocturnes, les étoiles ou la lune. Et enfin, il y a aussi une sensibilité. Certaines espèces ont à l'arrière du crâne des petits cristaux qui leur permettent d'être très réceptifs au champ magnétique terrestre. Et ils vont utiliser ce champ magnétique en complément des autres repères visuels. Alors, est-ce que la Bretagne a une spécificité concernant la migration des oiseaux? Oui, parce que c'est vrai qu'en Bretagne, on est particulièrement bien situé. On est au milieu de l'hémisphère nord, donc on a des espèces d'origine très nordique, des espèces plus méridionales qui vont se croiser à cette hauteur. Et puis, comme je l'ai dit, on est sur un linéaire de côte important. Donc vraiment, oui, la Bretagne, c'est une région très particulière en termes de migration, notamment pour les oiseaux marins, les oiseaux d'eau et pour beaucoup d'espèces en fait. Alors, grâce à vous, on va apprendre à un petit peu mieux les connaître. Parce que allez, on pense tout de suite, on pense aux oiseaux migrateurs, on pense cigogne. La cigogne blanche, c'est vrai que c'est un peu l'archétype, le symbole des oiseaux migrateurs. Il y a beaucoup de mythes d'ailleurs qui entourent cet oiseau. On évoquait qu'elle puisse apporter les bébés. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Pour l'instant, on n'a aucune preuve, on cherche encore. En tout cas, c'est un oiseau qui franchit de très grandes distances. Les cigognes européennes, elles vont aller passer l'hiver au cœur des savanes africaines, au sud du Sahara. Elles franchissent près de 6000 km pour aller jusqu'en Afrique. Avec un moyen de déplacement qui est très particulier pour la cigogne, c'est c'est vraiment un planeur. Donc elle va utiliser ses très grandes ailes, sa très grande envergure pour utiliser les courants d'air chaud, monter à 3000 mètres d'altitude et ensuite elle va se laisser glisser comme ça pendant plusieurs dizaines, voire... feignasse, la cigogne. Voilà, elle est un peu en mode paresseuse, mais en tout cas avec une dépense d'énergie pour un oiseau qui fait plus de 2 kilos, c'est important aussi de ne pas avoir à déplacer tout ce corps. Et on estime qu'une cigogne elle peut faire plusieurs centaines de kilomètres sans battre des ailes pratiquement. Simplement en planant et en se laissant glisser entre chaque ascendant thermique. C'est malin en même temps. Très malin. Alors, est-ce que l'hirondelle est aussi maline? L'hirondelle, elle a un peu le même cycle que la cigogne, c'est-à-dire qu'elle va nicher dans toute l'Europe jusqu'au nord de la Norvège ou de la Suède, et elle est sur les mêmes zones d'hivernage. Mais elle a un mode de déplacement très différent. Elle bat des ailes pratiquement en permanence, avec un retour très fidèle à ses sites de nidification. Généralement, elle revient dans le même bâtiment niché si elle a survécu à la migration. Alors là, on est le 20 mars, donc vraiment, les premières hirondelles, elles vont arriver. Il y en a déjà qui ont été signalées en Bretagne ce printemps, mais pour tout un chacun, elles vont vraiment être visibles dans les jours qui viennent. Alors, la sterne arctique, dites-nous tout. Alors là, c'est différent. Ça. Ouais, on va avoir deux cas un petit peu extrêmes. Alors, ils sont différents. Alors la voilà en photo, la sterne arctique, que j'ai voulu évoquer. La sterne arctique, elle, comme son nom l'indique, elle va nicher vraiment très, très au nord, dans l'hémisphère nord. La Bretagne, c'est le sud de son aire de répartition. Et elle passe toute sa vie en été, en fait. C'est-à-dire que quand c'est l'été, dans l'hémisphère nord, elle niche aux alentours du cercle polaire arctique, d'où son nom. Et quand vient l'automne, elle descend jusqu'au cercle polaire antarctique. Elle fait un voyage comme ça de plus de 17 000 km pour migrer le long des méridiens, et elle passe sa vie entre un pôle et l'autre. Donc très, très impressionnant pour un oiseau qui n'est pas immense et qui a des capacités de déplacement énormes. Mais ce n'est pas la plus impressionnante. Puisque... Alors, lequel est le plus impressionnant? J'ai voulu citer le martinet noir, parce que lui, c'est vraiment une adaptation au vol qui est phénoménale. Ses pattes sont très réduites. Le martinet, tout le monde peut l'observer. On l'avait en photo ici. C'est cette espèce de grande hirondelle noire qu'on peut voir même au cœur des villes. Il aime beaucoup nicher sur les vieux bâtiments. Et en fait, cet oiseau, il a des capacités de déplacement très, très impressionnantes. Alors, il a un peu les mêmes aires de répartition. Il niche en Europe, il va en Afrique pour passer l'hiver, mais il ne va atteindre la maturité sexuelle qu'aux alentours de 2 ou 3 ans. Or, un martinet, ça ne vient à terre que pour nicher. Ça mange en vol, ça boit en vol, ça s'accouple en vol. Donc, il ne pose ses pattes, même pas au sol, dans un rocher ou un bâtiment, que pour déposer ses œufs ou élever ses jeunes.
Or, donc, Genre efficace, quoi. Il perd voilà, pas de temps. ouais, il perd pas de temps. il Et y vous va. voyez que ses pattes sont très très réduites pour un oiseau de cette taille-là. Et donc un jeune martinet noir qui quitte son nid au mois de juillet dans le Vieux-Renne, par exemple, il va voler pendant 3 ans à une moyenne de 70 km/h, mais avec des pointes à près de 200 quand il est en chasse derrière un insecte. Et il va voler comme ça pendant 3 ans. Or, c'est énorme puisqu'en fait, au final, il va faire entre 350 000 et 400 000 km pendant ces 3 ans-là. Impressionnant. Pour rappel, la distance moyenne entre la Terre et la Lune, elle est de 385 000 km. Donc chacun de ces martinets, avant de revenir nicher, il réalise la même distance entre la Terre et la Lune. Pour un oiseau de 35 grammes, c'est quand même C'est pas assez mal. impressionnant. Ouais. Voilà. Bon, on leur tire un coup de chapeau à ces oiseaux migrateurs. Merci Mais oui. beaucoup, Julien Garin, Je vous en de prie. nous avoir éclairé sur ces oiseaux un peu particuliers.